Dans cette petite capsule, nous regarderons la structure anatomique d'une cellule prokaryote typique, une belle petite bactérie. Alors, ici, vous avez une représentation d'une bactérie. On peut voir qu'il y a différentes structures. Peut-être qu'en lisant les noms ici, vous remarquez des structures que vous connaissez déjà, parce que, bien sûr, les bactéries peuvent ressembler à certains points à des cellules comme des cellules humaines, des cellules eucaryotes. Par contre, la grande différence entre des cellules prokaryotes, eucaryotes, il faut bien sûr se rappeler, c'est l'absence chez les prokaryotes de noyau, d'enveloppe nucléaire qui va protéger cette belle grosse structure-là qui est le chromosome bactérien. Tandis que nous, nos cellules, les cellules eucaryotes, les cellules humaines et les cellules animales et végétales, etc., eh bien, l'ADN va être protégé par une enveloppe nucléaire qui forme le noyau. Donc, si on regarde un petit peu les structures, ici en mauve, on a le chromosome bactérien qui est un grand chromosome qui est circulaire, qui va contenir les gènes de la bactérie. Les bactéries n'ont qu'un seul chromosome circulaire, comparativement à nous, les humains, qui vont avoir 23 paires de chromosomes, et ils ne sont pas circulaires, ils sont linéaires. Donc, 46 au total. On peut remarquer dans le cytoplasme, l'intérieur donc de la bactérie, qu'il y a une autre structure qui est également mauve, qui pourrait donc nous faire penser à de l'ADN. C'est ce petit cercle ici, cette ellipse-là, qui est une molécule d'ADN circulaire également, mais beaucoup plus petit que le chromosome bactérien, qu'on appelle le plasmide. Une bactérie peut contenir plus qu'un plasmide. Sur un plasmide, étant donné que c'est de l'ADN, on peut retrouver donc des gènes. Et ces gènes-là vont pouvoir être exprimés par la bactérie, donc permettre de produire des protéines, et vont influencer la bactérie. Comme par exemple, ça pourrait être des gènes de résistance à un antibiotique qu'on retrouve sur un plasmide. Je vais revenir sur ce sujet-là dans quelques instants. Si on continue le voyage dans le cytoplasme d'une bactérie, on peut remarquer plusieurs boules rouges ici qui représentent les ribosomes. Les ribosomes, organites, seuls organites qu'on retrouve chez les bactéries qui permettent la synthèse des protéines. Donc oui, les bactéries vont produire leurs propres protéines et ça va être essentiel à leur métabolisme. On continue en allant vers l'extérieur. On arrive à cette belle petite ligne jaune ici qui fait le tour, qu'on appelle la membrane plasmique. Ça, j'espère que tout le monde connaît ça. La membrane plasmique, c'est exactement la même structure que nous avons dans nos cellules, au niveau de nos cellules humaines. Une belle bicouche de phospholipides avec une perméabilité sélective, qui va décider qu'est-ce qui va entrer, qu'est-ce qui va sortir de nos cellules grâce, par exemple, aux protéines qu'elle va contenir. Donc, si vous ne vous rappelez pas de quoi ça a l'air une membrane plasmique, retournez voir vos notes de corps humain 1. Maintenant, par-dessus, on a la membrane plasmique, on a cette petite couche qui est un peu brun-marron, assez foncé, qu'on appelle la paroi cellulaire. Les cellules humaines n'ont pas de paroi cellulaire. Par contre, d'autres cellules eucaryotes peuvent avoir des parois cellulaires, comme par exemple les cellules végétales. Les bactéries, eux, vont avoir une paroi cellulaire. Il en existe deux types et je vous invite à regarder la petite capsule sur la paroi cellulaire où est-ce que je vais vous expliquer comment le tout est construit. Par-dessus la paroi cellulaire, on retrouve une structure qu'on appelle le glycocalyx. Le glycocalyx représente une couche plus ou moins visqueuse qui est composé principalement de sucre et un peu de protéines des fois. Et le glycocalyx, je vais changer de diapo pour vous montrer ça. Le glycocalyx enveloppe les bactéries
Et lorsque le glycocalyx est très structuré et bien organisé, on appelle le glycocalyx la capsule. C'est pour ça que sur l'image, ici, il était marqué capsule et non glycocalyx. Par contre, ce ne sont pas toutes les bactéries qui vont être capsulées, mais toutes les bactéries ont du glycocalyx. Donc, si le glycocalyx est très peu organisé, on va appeler le tout une couche visqueuse. Est-ce qu'il y a un avantage pour une bactérie d'avoir du glycocalyx très bien structuré et organisé, donc d'avoir une capsule? Eh bien oui, ça augmente leur virulence. Comment la capsule augmente la virulence d'une bactérie? Eh bien, c'est en les protégeant de la phagocytose des cellules immunitaires, des leucocytes qui exécutent la phagocytose, comme par exemple un macrophagocyte. Phagocytose, c'est le fait de manger une structure qui est à l'extérieur de la cellule qui fait la phagocytose. Revenons maintenant aux structures. On s'en va maintenant plus à l'extérieur de la bactérie. On peut remarquer qu'il y a plusieurs petits sortes de filaments plus ou moins longs, appendices, qui qu'on peut retrouver. Donc, on va commencer avec le plus long, le plus grand, ici, le flagelle ou les flagelles. Dans ce cas-ci, il y en a au moins 3 qu'on peut remarquer. Les flagelles, c'est exactement la même idée que les flagelles qu'on peut retrouver chez l'humain au niveau du spermatozoïde. Ce sont des structures qui vont permettre le déplacement, la mobilité de la cellule. Donc la bactérie, oui, va pouvoir se déplacer, elle va pouvoir nager grâce à son ou ses flagelles. Je vous invite à regarder les petites capsules sur l'arrangement des flagelles et l'utilisation des flagelles lors du chimiotactisme des bactéries. On peut remarquer maintenant d'autres structures en filaments qui sont un peu plus petites et un peu plus répandues tout autour de la bactérie, qu'on appelle les fimbriers. Les fimbriers sont très importants parce qu'eux également vont augmenter la virulence des bactéries. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent des protéines qu'on appelle des adhésines. Et les adhésines vont permettre aux bactéries d'adhérer aux cellules qu'elles veulent envahir. Donc, c'est un très bel avantage pour une bactérie d'avoir les fimbriers. La dernière structure qui est à l'extérieur, c'est le pilus ou les pili. Et les pili vont avoir un rôle qui ressemble beaucoup aux fimbriers et un petit peu aux flagelles parce qu'ils peuvent permettre, selon certains articles, un peu de mobilité. Mais le rôle principal que moi je trouve qui est vraiment génial d'un pilus, c'est de permettre le transfert d'ADN entre les bactéries. Donc ici, j'ai une image d'une bactérie qui a un pilus avec une autre bactérie et on peut imaginer qu'ils sont en train de se donner du matériel génétique. Qu'est-ce que les bactéries vont pouvoir s'échanger comme ça? Eh bien, ce sont les petites molécules d'ADN, ici, les plasmides, qui contenaient, comme je vous ai mentionné, certains gènes. Et donc, on pourrait imaginer que des bactéries qui ont des pili entre elles vont se donner certains plasmides, et si ces plasmides-là, disons, contiennent un gène de résistance à un antibiotique, eh bien, maintenant, on a une nouvelle bactérie qui est résistante à l'antibiotique, à cause que la bactérie qui était déjà résistante lui a donné son plasmide contenant ce gène. Je vous invite maintenant à aller visionner les autres capsules au niveau des structures, celle pour les flagelles et celle pour la paroi cellulaire.